Grève des fonctionnaires ouverte ce matin. Les discussions entre le gouvernement et la plateforme intersyndicale reprennent demain. Le placali se met fait à base de pâte de manioc fermentée et prisé par les populations. Très souvent, il est vendu dans des sachets. La pratique est courante, mais la chaleur au contact du sachet, pas sûr que ce soit sans danger pour la santé. On en parle ce soir. Pour l'éphéméride, on va s'intéresser au Scrabble, précisément à sa première mise en vente en version française. C'était un 19 janvier de l'année 1965. Bonsoir à tous. À 19h, le journal sur RTI 2. Grève des fonctionnaires. Une rencontre a eu lieu ce matin entre le gouvernement et la plateforme intersyndicale. C'était au ministère de la fonction publique, ouverte à 11h45. Les discussions qui se sont achevées aux alentours de 17h30 ont été reportées à demain vendredi. La plateforme intersyndicale réclame entre autres 270 milliards de francs CFA, dont 21 milliards d'arriérés de réclassement salarial. La santé dans votre assiette, on en parle ce soir avec le placali. Ce mets fait à base de pâte de manioc fermentée est très prisé par les populations sur les marchés et dans les petits coins de restauration. Il est vendu dans des sachets. La pratique est courante, mais la chaleur au contact du sachet, pas sûr que ce soit sans danger pour la santé. On en sait plus avec Éric Goré et David Soyo. 10 heures au petit marché des Deux Plateaux dans la commune de Cocody ce 11 janvier. Un petit commerce attire notre attention. C'est la vente du placali prêt à être consommé. Cette denrée alimentaire à base de manioc bien prisée par les Ivoiriens se vend désormais en sachet à partir de 100 francs sans la sauce. Quand c'est déjà fait là, tu peux fabriquer une sauce à la maison et puis prendre le placali rapidement et puis manger avec, c'est facile. C'est que les femmes vendent à la sauce, vraiment bon. Je ne sais pas comment ça se passe. Des fois quand tu viens, les mouches sont trop. Or ce placali c'est bien protégé. Les dames vendent les placali en détail ouvert façon, c'est pas intéressant. Il y a trop de poussière, trop de microbes. Mais le placali en sachet, je le conseille vivement à tout le monde, c'est encore mieux. Cette nouvelle pratique est plus adéquate à l'hygiène selon les vendeuses. C'est bien protégé par rapport à la poussière, c'est protégé par rapport aussi aux mouches. Donc le placali est très bien conservé. Un avis que ne partagent pas certains consommateurs qui n'ont pas confiance aux conditions de préparation de cet aliment. On ne sait pas comment la personne fait ça, donc moi je préfère payer puis aller faire moi-même. Je préfère ce qui est en même temps préparé parce que on sait que c'est nouveau, ils ont fait en même temps matin et puis vous mangez. Mais dans le sachet là, ça peut faire 1 semaine, 3 semaines, la personne ne va jamais jeter, il va continuer de vendre. Malgré tout, les tenancières des restaurants sautent sur l'occasion. Selon elles, cette façon de vendre, le placali satisfait leurs clients. Pourquoi on attache? Parce que là, ça fait encore plus classe et puis c'est joli à voir. Ça attire plus les clients par rapport à avant. Compte tenu de la poussière, on est au bord de la route, les voitures et autres là. Donc quand j'attache ça comme ça et puis je ferme, là c'est encore plus propre. Ça évite beaucoup de maladies. Selon l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, mettre un repas dans du plastique n'est pas conseillé. Dans le secteur de la vente de placali, nous avons constaté qu'il y a des emballages plastiques qui sont des emballages toxiques, qui peuvent entraîner de fortes couches chez les femmes, qui peuvent entraîner des problèmes de reins, qui peuvent entraîner des problèmes de foie, qui constituent véritablement un danger pour les consommateurs. Certains consommateurs ont donc raison d'avoir des appréhensions sur l'emballage du placali dans du plastique, source de maladies. C'est une nouvelle technique dans le domaine de la santé. L'immunofluorescence permet de poser des diagnostics précis et donc fiables au niveau des maladies du rein. Médecins, pathologistes, pédiatres et autres experts ont été formés relativement à cette méthode. Ami Sissoko. Comment affiner le diagnostic des maladies du rein? C'est à cette problématique que médecins pathologistes, néphropédiatres, techniciens et cliniciens de Côte d'Ivoire de la sous-région ouest africaine et centrale essaient d'apporter des réponses. Une initiative de la Société ivoirienne de pathologie. Il y a beaucoup de pratiques, des médicaments traditionnels, des thés que les gens boivent qui provoquent des insuffisances rénales. Et pour pouvoir faire le diagnostic exact de la cause de l'insuffisance rénale, on va faire des prélèvements du rein. C'est prélèvements qu'on appelle des biopsies. Cette biopsie-là doit être analysée avec un certain nombre de techniques
pour qu'on puisse vous dire, voilà, c'est ce médicament qui est à la cause de votre maladie, ou bien c'est ce microbe qui a provoqué la maladie. Donc cette technique-là, c'est l'immunofluorescence. L'immunofluorescence, une technique pour déterminer avec précision la pathologie réelle du patient. C'est la Française Chantal Joanneau, 42 ans de pratique dans la biopsie rénale, qui forme ces professionnels des maladies du rein. Immunofluorescence, c'est un prélèvement qu'on fait, un petit prélèvement supplémentaire de rein que l'on fait, que l'on congèle, que l'on coupe dans une machine qui s'appelle le cryostat. Donc on coupe à moins 22 degrés de température, on fait des coupes très fines et après on appose des anticorps sur des antigènes supposés qui sont révélés par la fluorescence et un microscope à ultraviolet que j'ai amené dans mes bagages avec moi. Pendant environ 3 semaines, échange d'expériences entre ces spécialistes pour le bien-être des patients. Chez l'enfant, on ne fait pas beaucoup de biopsies, surtout qu'ici en Côte d'Ivoire, on n'avait pas l'immunofluorescence pour la biopsie. Et cet atelier va nous former. À partir de là, on pourra dire si une maladie rénale est en rapport avec le palu, est en rapport avec une maladie immunologique. Ce sera une révolution en termes de diagnostic et de prise en charge des maladies rénales, notamment inflammatoires. L'immunofluorescence va permettre une meilleure prise en charge du malade à travers des traitements ciblés pour une guérison rapide. On parle culture à présent. Un quart de siècle de carrière pour Nguès Bonsens. L'artiste tradi moderne a célébré samedi ses 25 ans de carrière musicale. 8 albums et 3 maxi-singles au Palais de la Culture. L'artiste et ses mélomanes ont communié de fort belle manière. Franck Quadio. La musique tradie moderne lui doit une fière chandelle. Lancée en 1991, la carrière artistique de Nguès Bonsens a fait du chemin. 8 albums, dont 3 maxi-singles, pour couronner 25 ans de scène, de chant et d'émotions partagées avec le public. Salle François Louga du Palais de la Culture, Nguès Konan Julien, ou si vous voulez Nguès Bonsens en osmose avec ses admirateurs. Musique tradie moderne du centre de la Côte d'Ivoire et même au-delà, l'homme a su se faire ambassadeur. Sa thématique, sujet de société sanctionné par énigmes et questionnements faisant appel au bon sens. Nguès, artiste engagé culturellement mais aussi politiquement, son célèbre refrain résonne encore. Mais la dimension d'homme de spectacle est l'essentiel retenu. Avec Nguès Bonsens, nous avons lancé le concept Diakassa avec Mme Bédi à l'époque. Et j'ai grandi au Banco 2 et aujourd'hui en tant que député de la commune de Yopougon, je ne pouvais pas ne pas être présent pour porter d'abord témoignage, marquer la reconnaissance à Nguès. 25 ans de Nguès Bonsens, belle prestation, belle organisation. Je suis fière de pouvoir participer parce que c'est un artiste de grande envergure. Public, mais aussi personnalité de haut rang. Le président Bédié, représenté par son épouse, et Maurice Bandama, ministre de la Culture, qui au nom de l'État ivoirien a élevé l'artiste dans l'ordre du mérite culturel. Et des lendemains meilleurs en perspective, Nguès Bonsens dit en avoir encore dans le fond de la gorge à proposer. Et c'est finalement à Dakar, la capitale du Sénégal, que le président élu de la Gambie a été investi ce jour. Adama Barrow, qui a prêté serment hors de son pays, mais officiellement un terme aux 22 ans de règne de Yaya Jammeh. Le président sortant qui a refusé de céder le pouvoir. La cérémonie d'investiture s'est déroulée à l'ambassade gambienne. Un jeudi sous très haute tension en Gambie, où les troupes de la CEDEAO, dont le Sénégal et le Nigeria, sont positionnées pour une intervention à partir du Sénégal. Et c'est demain 20 janvier que Barack Obama laissera son siège de président américain à Donald Trump. Lorsque Barack Obama prend ses fonctions, la crise immobilière et financière est à son plus haut niveau. 8 ans plus tard, Donald Trump hérite d'une économie en bien meilleure santé. Retour sur le bilan du 44e locataire de la Maison-Blanche, un sujet de nos confrères de l'AFP. Des centaines de milliers d'Américains obligés de quitter leur maison. Wall Street qui chavire et un marché du travail en chute libre, la crise est au plus haut quand Barack Obama prend ses fonctions en 2009.
Notre croissance chutait de 8%, ce qui est énorme. C'est ce qu'on peut appeler un cauchemar. Nous perdions des centaines et des centaines de milliers d'emplois chaque mois. Pendant le premier trimestre 2009, nous avons perdu plus de 2 millions d'emplois. Ça donne une idée de l'ampleur de la récession. Barack Obama lance un grand plan de relance. Il autorise le gouvernement à dépenser plus de 800 milliards de dollars. Le chômage commence à baisser à la fin de sa première année au pouvoir et les créations d'emplois se poursuivent pendant plus de 6 ans, un record. La croissance économique américaine dépasse alors celle de tous les autres pays développés. Il est assez difficile de trouver des statistiques macroéconomiques qui contredisent le côté positif de l'économie américaine, en particulier si l'on compare à nos voisins américains. Cela dit, et c'est important surtout pour les conséquences de l'élection, cela ne veut pas dire que tout le monde bénéficie de cette vision macroéconomique. De nombreux Américains ont quitté le marché du travail. Le revenu moyen est inférieur de 4 000 $ par an à ce qu'il était lorsque Bill Clinton a quitté ses fonctions. Le pouvoir d'achat est en baisse et les emplois précaires en hausse. Regardez cet endroit. Où peuvent aller tous ces jeunes après l'école? Ils n'ont pas de travail. Je me suis tuée au travail toute ma vie. Mon mari vient de faire un infarctus et je me suis fait virer. Cette colère, Trump l'a bien comprise. Il promet de retoquer presque toutes les mesures prises par Barack Obama en 8 ans à la Maison-Blanche. Mais il y a une chose qu'on ne peut retirer au président sortant, c'est d'avoir réussi à transformer une récession en un taux d'emploi record. Et puis en bref, CAN 2017 au Gabon pour cette journée Algérie-Tunisie, 1-2 en faveur Algérie-Tunisie, oui, 1-2 en faveur, bien sûr, de la Tunisie. L'opposition au Sénégal-Zimbabwe, elle, est toujours en cours. Demain vendredi, la Côte d'Ivoire va croiser le fer avec la République démocratique du Congo. Une opposition très attendue. Il s'agit du deuxième match de la Côte d'Ivoire. Pour l'éphéméride, l'on va s'intéresser au Scrabble, précisément à sa première mise en vente en version française. C'était un 19 janvier 1965. La version francophone, pourtant, avait été créée en 1955. Cette invention, on la doit à un architecte américain, Alfred Mosher Butts. Il était passionné de jeux de lettres et particulièrement d'anagrammes. Franck Quadio. On doit l'invention du Scrabble à un architecte américain, Alfred Mosher Butts, né en 1900, passionné de jeux de lettres et particulièrement d'anagrammes, il se retrouve au chômage en 1929 lorsque le crash boursier de Wall Street ébranle l'Amérique. Il profite de son temps libre pour réfléchir à un jeu de société qui mettrait à la portée du grand public le jeu des anagrammes jusque-là réservé au cercle intellectuel. Il envisage rapidement l'utilisation de 100 jetons correspondant chacun à une lettre, le nombre d'exemplaires et la valeur de chaque lettre étant déterminée par sa fréquence dans la langue anglaise. Pour cela, il utilise plusieurs sources dont un dictionnaire et 3 journaux, le Saturday Evening Post, le Herald Tribune et le New York Times. Son premier jeu, Lexico, pose ainsi les fondements du futur Scrabble. Mais il lui a fallu beaucoup d'obstination pour faire connaître et reconnaître son jeu. Il avait pourtant soigneusement calculé la répartition des lettres parmi les 100 jetons sur la base d'une analyse statistique d'un exemplaire du New York Times. Valoriser les lettres rares, peaufiner le plateau du jeu, changer le nom en alphabet ne suffiront plus à décider les éditeurs. En 1935, Alfred Butts retrouve enfin du travail comme architecte. Il abandonne toute idée de commercialiser son invention, mais celle-ci continue à se faire connaître au fil de parties organisées entre amis et au gré d'un bouche à oreille favorable. Un homme d'affaires, Jacques Bruno, apprend l'existence du jeu. Conquis, il contacte Butts afin de lui proposer la commercialisation du jeu moyennant quelques adaptations, notamment l'ajout d'une case étoilée centrale sur laquelle serait posé le premier mot « jouer ». C'est la fin de cette édition. Elle était supervisée par Thomas Guessambi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.